Tu n'es plus la bienvenue ici, Séraphine. Ne remets plus jamais les pieds dans ma maison. Les paroles de ma belle-fille ont résonné comme un coup de feu dans ma poitrine. À 67 ans, après avoir tout sacrifié pour le bonheur de mon fils, j'étais chassée comme un chien des rues. Mais pendant qu'elle me poussait vers cette porte, un sourire amer s'est formé sur mes lèvres. Anna n'avait aucune idée que je savais exactement ce qu'elle faisait sur un canapé quand elle pensait que personne ne regardait. Et aujourd'hui, après des années à avaler les humiliations, l'heure de la vérité était venue. Ce que j'étais sur le point de révéler détruirait non seulement elle, mais toute la famille que je pensais connaître. Je m'appelle Séraphine Dubois, j'ai 67 ans et je vis dans une petite ville aux alentours de Lyon. Aujourd'hui, je vais raconter comment j'ai découvert que ma belle-fille était bien plus qu'une simple traîtresse, elle était une criminelle calculatrice qui a failli détruire ma vie. La pluie fine de septembre mouillait mon visage pendant que je marchais dans la rue des Marronniers, la même rue où je suis né il y a 67 ans. Mon esprit est retourné 3 mois en arrière, quand tout a commencé à s'effondrer. C'était un dimanche de juin, un de ces jours parfaits de l'été français. J'avais préparé mon fameux coq au vin pour le déjeuner en famille, comme je le faisais tous les dimanches depuis 15 ans. Pierre, mon fils unique, est arrivé avec Anna et mon petit-fils Julien de 6 ans. « Bonjour, grand-mère » a crié Julien en courant dans mes bras. Ce garçon était ma raison de vivre depuis que mon mari Robert est mort d'un infarctus il y a 8 ans. Anna m'a salué avec ce sourire forcé que je connaissais bien. À 34 ans, c'était une belle femme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a toujours dérangé. Une froideur calculatrice que Pierre, aveuglé par l'amour, n'a jamais remarquée. « Séraphine, quelle odeur merveilleuse !» a-t-elle dit avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Pendant le déjeuner, j'ai remarqué qu'Anna était étrangement distraite, vérifiant constamment son portable. Pierre, comme toujours, était trop occupé par le travail pour le remarquer. « Maman, l'entreprise se développe. Nous allons ouvrir une filiale à Marseille », a annoncé mon fils avec fierté. « Je vais devoir voyager plus dans les prochains mois. » J'ai vu les yeux d'Anna briller pendant une seconde. « Quelle opportunité incroyable, mon chéri », a-t-elle répondu, mais je connaissais ce ton. Il y avait quelque chose derrière cet enthousiasme. Après le déjeuner, pendant que Pierre jouait avec Julien dans le jardin, Anna m'a demandé de parler en privé. « Séraphine, il faut que je parle d'une chose délicate », a-t-elle commencé, s'asseyant dans le fauteuil de velours bleu qui avait appartenu à ma mère. Pierre est très stressé par le travail. Peut-être que ce serait mieux si tu espacais un peu les visites. J'ai senti un froid dans l'estomac. Comment ça, Anna? Je viens ici tous les dimanches depuis 15 ans. Je sais, mais il a besoin de temps pour se concentrer sur la famille nucléaire. Tu comprends, non? Parfois la présence de la belle-mère peut être étouffante. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Mais j'ai avalé l'humiliation, comme je le faisais toujours par amour pour mon fils. Si c'est ce que tu penses être le mieux, ai-je murmuré, sentant mon cœur se briser. À partir de ce jour, ma vie a changé drastiquement. Les visites sont devenues sporadiques, toujours avec Anna inventant des excuses, Pierre était fatigué, Julien avait des devoirs, elle ne se sentait pas bien. C'est en juillet que le premier incident suspect s'est produit. J'étais allé au supermarché Carrefour du centre-ville quand j'ai vu Anna sortir d'un café avec un homme grand, brun, bien habillé. Ils se sont embrassés sur la bouche avant de se séparer. Mon premier réflexe a été de la confronter, mais quelque chose m'a dit d'être prudente. Anna était manipulatrice et arriverait à retourner la situation en sa faveur. Pendant des semaines, cette image m'a tourmentée. Il fallait que je découvre qui était cet homme et ce qu'Anna tramait vraiment. En août, j'ai profité du fait que Pierre était parti à Marseille et j'ai proposé de m'occuper de Julien. Anna a hésité, mais elle n'avait pas d'autre option. Juste pour quelques heures, Séraphine. Il faut que je règle des choses en ville. Bien sûr. Régler des choses. Quand elle est partie, j'ai décidé d'enquêter. Je suis allé jusqu'au bureau que Pierre avait aménagé dans la chambre d'amis. Ces dernières années,
Anna avait pris le contrôle des finances de la famille, disant qu'elle était plus organisée que mon fils. Ce que j'ai trouvé m'a horrifié. Les relevés bancaires montraient des virements réguliers vers un compte que je ne connaissais pas. De petites sommes, mais constantes, 500 € ici, 8 cents là. Au cours d'une année, c'était plus de 12 000 € qui avaient disparu. J'ai tout photographié avec mon portable, les mains tremblant de colère et d'incrédulité. Mais le pire restait à venir. En cherchant plus de preuves, j'ai trouvé un dossier caché derrière les livres de Pierre. À l'intérieur, des lettres d'amour écrites à la main. Des lettres qu'Anna avait reçues de quelqu'un qui s'appelait Laurent. « Ma chère Anna, disait l'une d'elles, j'ai hâte que nous soyons ensemble pour toujours. Dès que tu auras réussi à te débarrasser des obstacles, nous pourrons vivre notre amour librement. » Des obstacles. Elle parlait de Pierre et Julien comme d'obstacles. Une autre lettre était encore plus explicite, le plan fonctionne parfaitement. La vieille Séraphine ne se doute même pas qu'elle est préparée pour porter le chapeau des disparitions d'argent. Quand tout éclatera, Pierre la chassera de la famille pour toujours. Mon monde s'est effondré. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était une conspiration cruelle pour me détruire et voler tout à ma famille. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. Mais les larmes se sont vite transformées en détermination. Si Anna voulait une guerre, elle aurait une guerre. J'ai commencé à tout documenter obsessionnellement. Je suivais l'Anna discrètement, je photographiais ses rendez-vous avec Laurent, j'enregistrais les conversations quand c'était possible. J'ai découvert qu'il était un conseiller financier sans scrupules qui appliquait des arnaques à des familles aisées. La méthode était toujours la même, séduire l'épouse, manipuler les finances de l'intérieur, puis planter des preuves contre un membre de la famille pour provoquer une rupture définitive. En septembre, Anna a intensifié les attaques contre moi. Elle a commencé à raconter des mensonges à Pierre sur ma supposée interférence dans l'éducation de Julien. « Ta mère remplit la tête de Julien avec des idées dépassées », se plaignait-elle. Elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'obéir à ses parents. Pierre, fatigué par les voyages constants, croyait aveuglément aux paroles de sa femme. « Maman, s'il te plaît, laisse Anna éduquer notre fils comme elle le pense », m'a-t-il demandé lors d'une conversation tendue. Je savais que c'était une question de temps avant qu'Anna n'arrive à m'éloigner complètement. Mais j'avais un plan. La dernière semaine de septembre, j'ai su que Pierre partirait de nouveau à Marseille. 3 jours d'absence. Assez de temps pour qu'Anna retrouve Laurent sans s'inquiéter. C'est à ce moment-là que j'ai installé la caméra. J'ai acheté une micro-caméra de sécurité dans un magasin d'électronique à Lyon. Le vendeur, un jeune homme sympathique, m'a aidé à configurer l'application sur le portable. « Madame, cette caméra a la vision nocturne et enregistre en haute définition », m'a-t-il expliqué. Parfaite pour surveiller la maison. S'il avait su pourquoi j'allais vraiment l'utiliser. J'ai profité de l'absence d'Anna et Pierre pour installer l'appareil derrière le cadre d'un tableau ancien dans le salon. Il avait une vision parfaite sur le canapé, le même canapé qui avait appartenu à ma belle-mère et que j'avais offert en cadeau quand ils se sont mariés. L'ironie était amère. Ce meuble, témoin de 3 générations d'amour dans la famille Dubois, serait le théâtre de la plus grande trahison. Pierre est parti un lundi. Le mardi, vers 14 h, mon portable a vibré avec la notification de mouvement de la caméra. Ils étaient là. Anna et Laurent, s'embrassant passionnément encore dans l'entrée de la maison. Elle l'a guidé directement vers le salon, où ils se sont allongés sur mon canapé sacré. J'ai tout enregistré, ressentant un mélange de dégoût et de satisfaction. J'avais enfin les preuves dont j'avais besoin. Mais ce que j'ai entendu pendant cet enregistrement de 2 heures était bien pire que ce que j'imaginais. « Tout se déroule parfaitement », a dit Anna, arrangeant ses cheveux après l'acte. La vieille Séraphine ne se doute même pas que j'ai déjà planté les preuves des virements bancaires à son nom. Laurent a ri. « Tu es génial, mon amour. » Quand Pierre découvrira que sa propre mère lui volait de l'argent, il la chassera sans réfléchir à 2 fois. Et le mieux, a continué Anna,
c'est qu'après ça je peux demander le divorce en prétextant que je ne supporte plus de vivre dans une famille de criminels. Je garderai la maison, la garde de Julien et encore une bonne pension. Et nous pourrons vivre notre amour librement, a complété Laurent. Ils ont ri ensemble, planifiant ma destruction comme si c'était un jeu amusant. Mais Anna a commis une erreur fatale. Pendant que Laurent était aux toilettes, elle a téléphoné à quelqu'un. « Oui, c'est Anna. Je veux prendre rendez-vous avec Pierre pour demain. Dis-lui que c'est à propos d'irrégularités dans les comptes de la famille. Non, pas besoin de donner de détails. Dis-lui juste que j'ai découvert quelque chose qu'il faut qu'il sache d'urgence. » C'était le signal que j'attendais. Anna avait décidé d'accélérer le plan. Mais j'avais 3 longueurs d'avance. Cette même nuit, j'ai copié tous les fichiers de la caméra, organisé les preuves et préparé ma vengeance. Je n'allais pas seulement me défendre, j'allais détruire Anna de la même façon qu'elle prévoyait de me détruire. Le mercredi matin, j'ai téléphoné à Anna. « Bonjour, Anna. Je peux passer cet après-midi ? Je veux parler d'une chose importante avec toi. » J'ai perçu la tension dans sa voix. « À propos de quoi, Séraphine ? » « À propos de l'avenir de notre famille. Je pense qu'il est temps de mettre les points sur les i. » Elle a accepté, pensant probablement que j'allais finalement accepter d'être écartée. Pauvre Anna. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé quand j'ai confronté Anna avec toute la vérité. Sa réaction a été si choquante qu'elle a changé tout ce que je pensais de la méchanceté humaine. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est de découvrir qu'elle n'était pas seulement une traîtresse, elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus sinistre. Restez avec moi, car ce qui suit va vous laisser sans voix point. Je suis arrivé chez Pierre à 15h pile, portant un dossier de documents et mon portable avec tous les enregistrements. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma détermination était inébranlable. Cette fois-ci, c'était Anna qui allait trembler. Anna m'a accueilli avec ce sourire faux habituel, mais j'ai perçu la nervosité dans ses yeux. Elle savait que quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air, comme l'électricité avant un orage. « Entre, Séraphine. »« Tu veux un café ?» a-t-elle proposé, essayant de maintenir la normalité. « Non, merci. Je préfère aller droit au but. » Je me suis assise sur le canapé, le même canapé où j'avais surpris sa trahison 2 jours plus tôt. L'ironie était délicieuse. Chaque fois que je regardais ce meuble, je repensais aux images sordides que j'avais filmées. Anna s'est installée dans le fauteuil en face, croisant les jambes avec une élégance calculée. Elle portait une robe bleu marine, des bijoux discrets mais coûteux. Toujours cette apparence parfaite qui cachait tant de pourriture. « Anna, en combien d'années de cohabitation, tu me considères comme une vieille idiote ?» Elle a cligné des yeux, visiblement mal à l'aise avec la question directe. Je voyais ses mains se crisper légèrement sur les accoudoirs du fauteuil. « Séraphine, je ne comprends pas. » « Laisse-moi reformuler, » ai-je interrompu, ouvrant le dossier avec un geste théâtral. « Depuis combien de temps tu me considères assez stupide pour ne pas remarquer que tu voles mon fils ?» Le sang a disparu de son visage. Son teint naturellement pâle est devenu livide, presque gris. J'ai savouré ce moment de panique pure dans ses yeux. « De quoi tu parles ?» a-t-elle balbutié. J'ai posé les relevés bancaires sur la table basse, les étalant comme un jeu de cartes révélant une main gagnante. Je parle de 12 340 € qui ont disparu du compte joint à toi et Pierre au cours des 12 derniers mois. Anna a tenté de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle a regardé les documents comme si c'étaient des serpents venimeux. « Séraphine, tu es confuse. » Ces relevés montrent des virements réguliers vers un compte au nom de Laurent Beaumont, ai-je continué impitoyablement. Le même Laurent avec qui tu te retrouves les mardis et jeudis au café de la rue Victor Hugo. J'ai sorti mon carnet où j'avais noté méticuleusement chaque rencontre, chaque horaire, chaque détail de leur rendez-vous clandestin. Mardi 15 août, 14h30. Mercredi 23 août, 16h15. Jeudi 7 septembre,
15h45. Dois-je continuer? Maintenant elle était visiblement ébranlée. Ses yeux dardaient de droite à gauche, cherchant une échappatoire. Tu m'as suivi? J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger son fils d'une vipère, ai-je répondu froidement. Mais ce n'est même pas le pire. J'ai pris mon portable et ouvert la vidéo de la trahison. Le son a résonné dans le salon silencieux, les gémissements, les mots d'amour, les plans sinistres. Anna est devenue blanche comme un linge. Où tu as eu ça? Juste ici, ai-je pointé vers le tableau sur le mur. Sur ce canapé que tu as profané avec ta trahison dégoûtante. Elle s'est levée brusquement, tentant d'attraper mon portable. Efface ça maintenant. Assieds-toi, ai-je ordonné avec une autorité que je ne savais pas posséder. Je n'ai pas fini. Anna a obéi, calculant probablement ses options qui se réduisaient comme peau de chagrin. Maintenant, je vais te raconter ce qui m'a vraiment mise en colère, ai-je continué, savourant chaque mot. Ce n'était pas de découvrir que tu es une adultère sans vergogne. Ce n'était même pas de savoir que tu voles l'argent de ma famille. J'ai fait une pause dramatique, observant le désespoir grandir dans ses yeux. Ce qui m'a mise en colère, c'est de découvrir que tu prévoyais détruire ma réputation, m'accuser d'être une criminelle et m'éloigner de mon propre petit-fils pour toujours. Anna a tenté de nier, mais j'ai continué sans lui laisser le temps de mentir. La vieille Séraphine ne se doute même pas que j'ai déjà planté les preuves des virements bancaires à son nom, ai-je cité ses propres paroles. Ce sont tes mots exacts, mardi dernier à 15h42, pendant que tu étais allongé sur ce canapé avec ton amant. Elle s'est effondrée. Littéralement effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Mais je n'en avais pas fini avec elle. Tu veux savoir ce que j'ai découvert d'autre pendant mes petites enquêtes, ai-je continué, sortant d'autres documents de mon dossier. Laurent Beaumont n'est pas seulement ton amant. C'est un escroc professionnel. Il a un casier judiciaire pour fraude financière. 3 condamnations entre 2018 et 2022. Anna a relevé la tête, les yeux rougis. Comment tu? J'ai mes sources, ai-je menti avec aplomb. En réalité, j'avais simplement demandé à Madeleine, une amie du club de bridge qui travaille à la mairie, de faire quelques recherches discrètes. Et tu sais quoi? Laurent a utilisé exactement la même méthode avec au moins 2 autres familles. À Bordeaux en 2019, à Toulouse en 2021. À chaque fois, une belle-mère a été accusée de vol et chassée de sa famille. Le visage d'Anna est passé de la pâleur au verdâtre. Elle commençait à comprendre l'ampleur de ce dans quoi elle s'était embarquée. Séraphine, tu ne comprends pas, je peux expliquer. Expliquer quoi? Ai-je explosé, me levant pour la dominer de toute ma hauteur. Expliquer comment tu as séduit mon fils innocent pour voler notre famille? Expliquer comment tu prévoyais faire de moi une criminelle aux yeux de mon propre fils? Expliquer comment tu allais séparer Julien de la seule grand-mère qu'il est? Ces larmes ne m'émouvaient pas le moins du monde. C'étaient des larmes de désespoir, pas de repentir. Des larmes de quelqu'un qui venait de réaliser que son plan parfait était en train de s'effondrer. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Ne dis rien à Pierre. Je romps tout avec Laurent. Je rends l'argent. Je jure que plus jamais. Trop tard, ai-je coupé net. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de m'utiliser comme bouc émissaire. J'ai repris mon portable et lui ai montré un autre enregistrement, celui d'une conversation téléphonique entre elle et Laurent de la veille. Chérie, demain je vais tout raconter à Pierre, disait la voix d'Anna. Je vais lui dire que j'ai découvert que Séraphine détournait de l'argent. J'ai les preuves plantées sur son ordinateur. Après ça, elle ne pourra plus jamais s'approcher de notre famille. Anna est restée pétrifiée. Comment tu as réussi à enregistrer ça? Tu as sous-estimé une vieille idiote, ai-je répondu avec un sourire amer. Tu pensais que j'étais juste une belle-mère chiante et dépassée. Mais tu as oublié que j'ai élevé Pierre seul après la mort de son père. Tu as oublié que j'ai construit une vie entière en luttant contre des gens comme toi.
Je me suis levée et ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où mon petit-fils jouait tous les week-ends. Les roses que j'avais plantées l'année dernière étaient en pleine floraison, un symbole de beauté et de permanence au milieu de toute cette laideur. Tu sais ce qui m'attriste le plus, Anna? Ce n'est même pas la trahison. C'est de savoir que Julien va grandir sans comprendre pourquoi sa grand-mère a disparu de sa vie. Parce que c'était ça ton plan, n'est-ce pas? M'éloigner complètement. Elle a finalement trouvé sa voie. Séraphine, s'il te plaît, pense à Julien. Si tu racontes tout à Pierre, tu vas détruire notre famille. Je me suis retournée pour l'affronter, sentant toute la colère accumulée des derniers mois. Notre famille? Notre famille, ai-je crié. Tu as détruit notre famille au moment où tu as décidé de trahir mon fils. Tu as détruit notre famille quand tu as prévu de m'incriminer. Tu as détruit notre famille quand tu as traité mon petit-fils comme un obstacle à ta vie parfaite avec Laurent. Anna a tenté de s'approcher, mais j'ai reculé. Je ne voulais plus qu'elle me touche, qu'elle souille mon espace avec sa présence toxique. Tu veux savoir ce qui va se passer maintenant? Ai-je continué, reprenant mon dossier. Tu vas appeler Pierre tout de suite et raconter toute la vérité. Tu vas confesser la trahison, admettre le vol, et expliquer exactement comment tu prévoyais me détruire. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié. Tu peux et tu vas le faire, ai-je répondu fermement. Parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Et crois-moi, ma version sera beaucoup plus détaillée et humiliante pour toi. J'ai posé le portable sur la table. Tu as 5 minutes pour décider. Soit tu dis la vérité à Pierre, soit je la dis. Mais d'une façon ou d'une autre, il saura tout aujourd'hui même. Anna a regardé le téléphone comme si c'était un cobra venimeux. Je voyais les rouages de son cerveau calculateur tourner à toute vitesse, pesant ses options limitées. Et si je lui dis, qu'est-ce que tu veux en échange? Rien, ai-je répondu. Je ne veux rien de toi. Je veux juste que mon fils sache qui tu es vraiment. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans l'entrée semblait résonner comme un métronome marquant la fin de sa vie parfaite et mensongère. Tu ne vas pas montrer la vidéo à Pierre, si, a-t-elle demandé d'une voix brisée. Ça dépendra de ton honnêteté dans la confession, ai-je répondu. Si tu dis toute la vérité, sans rien omettre, sans essayer de te victimiser, peut-être que je garderai certains détails plus intimes pour moi. Anna a pris le téléphone avec des mains tremblantes et composé le numéro de Pierre. J'ai pu entendre la sonnerie dans le silence oppressant du salon. Allô, Pierre? C'est moi. Il faut que tu viennes à la maison maintenant. C'est urgent. Non, je ne peux pas en parler au téléphone. S'il te plaît, viens vite. Elle a raccroché et m'a regardé avec une expression de défaite totale. Voilà. Il arrive. Parfait, ai-je répondu, m'installant confortablement dans le fauteuil. Maintenant nous allons attendre ensemble. Les 40 minutes suivantes ont été les plus tendues de ma vie. Anna pleurait silencieusement, me lançant occasionnellement des regards suppliants que j'ignorais complètement. Je réfléchissais à tout le chemin parcouru depuis ce dimanche de juin où elle avait commencé à m'éloigner. Chaque humiliation, chaque mensonge, chaque manipulation. Aujourd'hui, enfin, justice allait être rendue. Quand nous avons entendu la voiture de Pierre dans l'allée, j'ai ressenti un mélange de nervosité et de soulagement. Enfin, la vérité allait éclater au grand jour. Pierre est entré par la porte principale avec le visage inquiet. Il portait encore son costume de travail, la cravate légèrement desserrée. Mon pauvre fils qui travaillait si dur pour offrir une belle vie à sa famille traîtresse. Anna? Maman? Qu'est-ce qui se passe ici? Anna m'a regardé une dernière fois, comme si elle implorait la miséricorde. Mais j'ai simplement hoché la tête, lui rappelant notre marché. Pierre, a-t-elle commencé d'une voix tremblante, il faut que je te dise quelque chose. Plusieurs choses, en fait. Mon fils s'est assis à côté de sa femme, prenant automatiquement sa main. Ce geste de tendresse m'a brisé le cœur,
sachant qu'en quelques minutes il découvrirait qui elle était vraiment. Je t'écoute, a-t-il dit doucement. Anna a respiré profondément et a commencé à raconter. Au début, elle a tenté de minimiser les faits, parlant une erreur et un moment de faiblesse. Mais chaque fois qu'elle essayait d'adoucir la vérité, je toussautais discrètement, lui rappelant les preuves que j'avais. Peu à peu, l'histoire complète s'est révélée. La trahison, le vol, les plans pour m'incriminer. Pierre écoutait en silence, son visage passant par l'incrédulité, la colère, la douleur profonde. Quand Anna a terminé, le silence dans le salon était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Pierre, a-t-elle chuchoté, je suis désolée. Je peux expliquer. Sors, a dit mon fils d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Froide, tranchante, définitive. Comment ? Sors de ma maison. Maintenant. Anna a tenté d'argumenter, mais Pierre s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre, nous tournant le dos. Je voyais ses épaules trembler de rage contenue. Tu as 1 heure pour prendre tes affaires et partir. Mon avocat prendra contact pour le divorce et la garde de Julien. Pierre, s'il te plaît, pense à notre fils. Pensez à notre fils ? Il s'est retourné, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Tu as pensé à notre fils quand tu prévoyais détruire sa grand-mère ? Tu as pensé à lui quand tu as amené ton amant dans notre maison ? Anna a tenté de s'approcher, mais il a reculé comme si elle était contagieuse. 1 heure, Anna. Et n'essaie pas d'emporter quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas exclusivement. Elle m'a lancé un regard de haine pure avant de monter les escaliers. Un regard qui disait clairement que ce n'était pas fini entre nous. Pierre et moi sommes restés seuls dans le salon. Mon fils s'est effondré sur le canapé et a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Maman, a-t-il dit entre les sanglots, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi, d'avoir laissé cette femme te maltraiter, Ça suffit, ai-je interrompu, m'asseyant à côté de lui pour l'embrasser. Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Peu importe ce qui arrive. Nous sommes restés enlacés jusqu'à ce qu'Anna descende avec 2 valises, 1 heure plus tard. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit sur le seuil, s'adressant à moi. Tu vas payer pour avoir détruit ma famille. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu calmement. Tu as tout détruit toute seule. Elle est partie en claquant la porte, et je ne l'ai plus jamais revue. Enfin, nous étions libres. 2 semaines se sont écoulées depuis qu'Anna a été chassée de notre maison. Oui, notre maison, parce que Pierre a insisté pour que je revienne m'installer afin d'aider avec Julien. Maman, ça a toujours été ta maison aussi, m'a-t-il dit le lendemain de la confession. Anna n'a jamais eu le droit d'essayer de t'éloigner. Il y avait quelque chose de profondément symbolique dans ce retour. Chaque objet dans cette maison portait une part de notre histoire familiale. Le vase en porcelaine que j'avais offert pour leur pendaison de crémaillère, les photos de Julien bébé que j'avais prises, le service de table qui avait appartenu à ma mère. Anna avait tenté d'effacer ma présence, mais ses souvenirs étaient indestructibles. L'adaptation n'a pas été facile. Julien était confus par la disparition soudaine de sa mère. Ses petits yeux innocents cherchaient sans cesse Anna dans les coins de la maison, et chaque fois qu'il demandait « Où est maman ?», mon cœur se brisait un peu plus. Pierre et moi avons dû trouver une façon délicate d'expliquer que parfois les adultes commettent des erreurs graves et doivent partir. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que sa mère était une menteuse et une voleuse sans détruire complètement son innocence ? Grand-mère, m'a demandé Julien un matin en prenant son petit déjeuner, maman ne m'aime plus ? Mon cœur s'est brisé. J'ai pris mon petit-fils dans mes bras et choisi mes mots avec un soin infini. Ses cheveux bouclés sentaient encore le shampoing à la pomme que j'utilisais pour lui quand je le gardais. Mon petit, maman traverse des moments difficiles. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu es un garçon merveilleux et tu seras toujours aimé. Mais pourquoi elle ne vient plus me voir ? Pourquoi elle ne m'a pas dit au revoir ? Ces questions d'enfant étaient comme des poignards. Comment expliquer l'égoïsme et la cruauté d'Anna à un être si pur ?
Parfois, mon chéri, les adultes font des choses qui les obligent à partir loin. Mais tu as papa et tu as grand-mère, et nous ne partirons jamais. Pierre faisait de son mieux pour être père et mère à la fois. Je voyais la douleur dans ses yeux, mais aussi sa détermination farouche à protéger Julien de nouveaux traumatismes. Il avait pris un congé parental partiel pour passer plus de temps à la maison, réorganisant complètement sa vie professionnelle. Les soirs, après que Julien s'endormait, Pierre et moi restions dans le salon à parler. Il me racontait ses journées au bureau, les regards compatissants de ses collègues qui avaient appris pour le divorce, les questions indiscrètes auxquelles il devait répondre. « Maman, comment j'ai pu être si aveugle ?» me demandait-il souvent. « Comment j'ai pu ne pas voir qui elle était vraiment ?» Mon fils, Anna était une professionnelle de la manipulation. Elle avait de l'expérience, des techniques rodées. Tu n'es pas le premier homme intelligent à se faire avoir par une femme comme elle. C'était un jeudi gris de novembre, 3 semaines après l'expulsion d'Anna, que nous avons reçu une visite inattendue qui allait changer notre compréhension de toute cette affaire. J'étais en train de préparer le dîner, un pot-au-feu traditionnel, la recette de ma grand-mère, quand la sonnette a retenti. Pierre était dans son bureau, en visioconférence avec son équipe de Marseille. Julien jouait dans sa chambre avec ses Legos. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 personnes en uniforme. Mon sang s'est glacé d'un coup. Est-ce qu'Anna avait tenu sa promesse de me nuire ? Madame Dubois, a demandé la femme, une blonde d'âge mûr avec des yeux perçants. Je suis l'inspectrice Moreau et voici l'inspecteur Martin. Pourriez-vous nous aider avec quelques informations concernant Anna Petit ? Anna Petit ? Ce n'était même pas son vrai nom ? Bien sûr, ai-je répondu, essayant de cacher ma nervosité. Mais puis-je demander de quoi il s'agit ? Nous enquêtons sur un réseau d'escroquerie financière, a expliqué l'inspectrice. Anna Petit, qui utilisait le nom de jeune fille Moreau, et Laurent Beaumont sont accusés d'avoir escroqué au moins cette famille dans la région de Lyon au cours des 2 dernières années. J'ai senti une onde de compréhension choquante me traverser. Anna n'était pas seulement une traîtresse opportuniste, c'était une criminelle professionnelle faisant partie d'un réseau organisé. Un réseau d'escroquerie, ai-je demandé, invitant les policiers à entrer. Pierre est descendu, alerté par les voix. Son visage s'est assombri en voyant les uniformes, mais il s'est joint à nous dans le salon avec un calme apparent. « Oui, madame », a continué l'inspectrice Moreau en sortant un dossier épais. Leur méthode est toujours la même. Laurent identifie des familles prospères avec des situations vulnérables, généralement où il y a une veuve ou une personne âgée avec accès à des ressources financières importantes. Anna s'approche ensuite d'un membre de la famille, habituellement par le biais de relations romantiques. Elle a ouvert le dossier, révélant des photos, des documents, des organigrammes complexes. Une fois qu'elle a gagné la confiance, il commence à manipuler les finances de l'intérieur tout en plantant des preuves contre la personne âgée pour provoquer une rupture familiale. Ainsi, ils obtiennent un accès total aux ressources sans interférence. L'inspecteur Martin, un homme jeune aux cheveux roux, a ajouté « Mais vous n'êtes pas les seules victimes. Anna a eu 3 mariages précédents. Tous ont fini de la même façon. Le mari a chassé sa propre mère de la famille après avoir découvert qu'elle volait de l'argent. Pierre et moi nous sommes regardés, choqués. Nous n'étions qu'une famille de plus sur une longue liste de victimes. Mon Dieu, a murmuré Pierre. Elle avait tout planifié depuis le début. Exactement, a confirmé l'inspectrice. Anna Petit, dont le vrai nom est André Rousseau, a un historique de fraude qui remonte à 2015. Laurent Beaumont est son complice depuis 2018, mais il a commencé ses activités criminelles bien plus tôt. Elle a sorti une série de photos de famille et nous les a montrées une par une. Famille Leclerc à Bordeaux, elle a épousé le fils veuf, détourné 45 000 € et fait en sorte que la belle-mère de 72 ans soit chassée de la famille en disgrâce. La pauvre femme a fait un infarctus 6 mois plus tard. Mon cœur s'est serré. Une femme de mon âge, victime de la même manipulation cruelle. Famille Rousseau à Toulouse, même méthode, 38 000 € détournés. La belle-mère de 69 ans a tenté de se suicider après avoir été accusée faussement de vol.
Elle a survécu, mais elle ne s'est jamais remise psychologiquement. Chaque cas était une variation du même plan diabolique. Je me sentais physiquement malade en pensant à toutes ces familles détruites de l'intérieur. Famille Berger à Nice, 52 000 € volés. La belle-mère de 74 ans est morte seule dans un hospice, rejetée par ses propres enfants qui la croyaient coupable. Les larmes me sont montées aux yeux. Toutes ces femmes, toutes ces grand-mères arrachées à leur famille, mortes dans la solitude et la honte à cause d'Anna et Laurent. Comment avez-vous découvert la connexion ? A demandé Pierre, sa voix tremblant de colère. Grâce à votre mère, en fait, a répondu l'inspectrice avec un sourire respectueux. Quand vous avez présenté les preuves de la fraude au commissariat, nous avons enquêté plus profondément et découvert le schéma. Anna a commis une erreur, elle a utilisé le même compte bancaire pour recevoir l'argent de votre famille et de la famille précédente. Je me suis tournée vers Pierre. Tu as porté plainte ? Bien sûr, maman. Je n'allais pas laisser cette femme voler notre famille et s'en sortir impunément. Elle devait répondre de ses actes devant la justice. L'inspectrice Moreau a souri chaleureusement. Madame Séraphine, vos preuves ont été fondamentales pour démanteler tout le réseau. Sans vos enregistrements et documents méticuleux, nous n'aurions probablement jamais réussi à connecter tous les cas. Votre courage et votre détermination ont sauvé d'autres familles. J'ai ressenti une onde de satisfaction profonde. Mon obsession pour les preuves avait aidé à protéger d'autres familles innocentes. Où sont-ils maintenant ? Ai-je demandé. Anna a été arrêtée hier à Marseille. Elle tentait d'appliquer la même escroquerie sur une autre famille, mais cette fois nous l'observions. Laurent était déjà en garde à vue depuis une semaine. Et l'argent, c'est en qui Pierre. Nous traçons leurs biens. Ils possédaient des comptes dans 4 banques différentes, plus des investissements immobiliers achetés avec l'argent volé. Vous devriez récupérer la majorité de ce qui a été volé, plus des dommages et intérêts. L'inspecteur Martin a ajouté, nous avons trouvé un appartement luxueux à Cannes au nom de Laurent, acheté avec l'argent de leurs victimes. Une voiture de sport, des bijoux coûteux. Ils vivaient comme des rois avec la souffrance d'autrui. Après le départ des policiers, Pierre et moi sommes restés assis en silence, digérant tout ce que nous venions d'apprendre. L'ampleur de la manipulation et de la cruauté d'Anna dépassait tout ce que nous avions imaginé. « Maman », a finalement dit Pierre, « pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance dès le début. » Mon fils, Anna était une spécialiste de la manipulation. Elle a trompé plusieurs familles avant la nôtre. Et des familles probablement plus méfiantes que nous. Mais j'aurais dû remarquer les signes. Tu as toujours été une mère dévouée. Je n'aurais jamais dû douter. J'ai pris la main de mon fils, sentant enfin que notre relation commençait vraiment à guérir. Pierre, l'important c'est que nous ayons découvert la vérité à temps. Julien a encore sa famille, et Anna n'a pas réussi à nous détruire. En fait, elle nous a rendus plus forts. Cette nuit-là, après que Julien s'est endormi, Pierre et moi avons eu une longue conversation sur l'avenir. Il avait décidé qu'il avait besoin d'aide professionnelle pour traiter la trahison et la manipulation qu'il avait subie. « Je vais voir un psychologue », a-t-il dit. « J'ai besoin de comprendre comment j'ai pu être si aveugle, comment je n'ai pas réussi à voir qui elle était vraiment. Et surtout, j'ai besoin d'apprendre à faire confiance à nouveau. Tu n'étais pas aveugle, mon fils. Tu étais amoureux. Et des gens comme Anna se spécialisent dans l'exploitation de nos sentiments les plus purs. » Au cours des semaines suivantes, notre routine s'est réorganisée naturellement. J'ai repris mes habitudes d'avant, je préparais le petit déjeuner de Julien le matin, je l'accompagnais à l'école, je préparais ses repas préférés. Pierre avait adapté ses horaires de travail pour être plus présent, rentrant plus tôt le soir pour participer aux devoirs et aux jeux. « Grand-mère », m'a dit Julien un jour pendant que nous faisions des cookies dans la cuisine, « pourquoi maman est vraiment partie ?» C'était la question que je redoutais, mais que je savais qu'elle viendrait. Je me suis agenouillé pour me mettre à sa hauteur, regardant ses yeux innocents si semblables à ceux de Pierre enfant. « Julien, parfois les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ta maman a fait des choix qui ont beaucoup blessé papa et grand-mère.
Elle va revenir? Non, mon petit. Mais tu as papa et tu m'as moi. Et nous prendrons soin de toi pour toujours. Il m'a serré fort dans ses petits bras, et j'ai senti mon cœur se remplir d'amour et de détermination. Peu importe ce qu'Anna avait tenté de faire, notre famille ressortirait plus forte de cette épreuve. Un mois plus tard, nous avons reçu une autre visite des policiers. Cette fois avec de bonnes nouvelles, mais aussi des révélations qui nous ont glacé le sang. Nous avons réussi à tracer la majorité de l'argent, nous a informé l'inspectrice Moreau. Anna et Laurent maintenaient des comptes dans 6 banques différentes, sous plusieurs identités. Vous devriez récupérer approximativement 11 200 €, plus les dommages et intérêts. Et les autres cas, ai-je demandé. Toutes les procédures sont en cours. Anna a été condamnée à 8 ans de prison ferme, Laurent à 10 ans. Ils devront également payer des réparations à toutes les familles lésées. Le montant total des escroqueries dépasse 400 000 €. Et les autres belles-mères qui ont été préjudiciées? L'inspectrice a souri tristement. C'est là où ça devient intéressant. Nous essayons de réunir les familles. Dans certains cas, les dégâts émotionnels ont été énormes. Mais il y a de l'espoir de réconciliation pour au moins 4 familles. Les preuves que nous avons trouvées dans l'appartement de Laurent incluaient des enregistrements où Anna et lui se vantaient de leurs méfaits. Cette information m'a profondément touchée. Penser que d'autres femmes de mon âge avaient vécu la même humiliation, la même douleur d'être séparées de leurs fils et petits-enfants. Inspectrice, ai-je dit impulsivement, j'aimerais entrer en contact avec ces femmes. Peut-être que nous pourrions nous entraider. C'est une idée merveilleuse, madame. Je vais vérifier si je peux fournir les contacts. Mais je peux déjà vous dire qu'une de ces femmes, Madame Leclerc de Bordeaux, a spécifiquement demandé à vous rencontrer après avoir entendu parler de votre rôle dans l'arrestation d'Anna. L'idée qu'une autre victime veuille me rencontrer m'a ému aux larmes. Nous avions toutes survécu au même cauchemar, mais peut-être pourrions-nous nous guérir mutuellement. Cette nuit-là, j'ai longuement réfléchi à tout ce qui s'était passé. Anna avait voulu me détruire, m'isoler, me faire passer pour une criminelle. Mais à la fin, c'était elle qui était en prison, et moi qui étais entouré de l'amour de ma vraie famille. La justice avait été rendue, mais plus important encore, nous avions appris à quel point nos liens familiaux étaient précieux et forts. Anna avait essayé de les briser, mais elle n'avait réussi qu'à les rendre indestructibles. 6 mois après l'expulsion d'Anna, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre fragile mais authentique. Julien s'adaptait remarquablement bien à la nouvelle routine, Pierre suivait sa thérapie avec détermination, et moi, j'avais découvert un but renouvelé qui donnait un sens profond à tout ce que nous avions traversé. Le groupe de soutien que j'avais formé avec d'autres victimes du réseau d'Anna et Laurent était devenu ma nouvelle passion. Nous nous réunissions chaque vendredi après-midi dans le salon de ma maison, transformé en refuge pour les âmes blessées mais résilientes. Madeleine Leclerc, 74 ans, était venue de Bordeaux. Françoise Rousseau, 71 ans, avait fait le voyage depuis Toulouse. Brigitte Moreau, 68 ans, était arrivée de Nice. Toutes portaient les cicatrices invisibles de la même manipulation cruelle, mais ensemble, nous apprenions à transformer notre douleur en force. Tu sais, Séraphine, m'avait dit Madeleine lors de notre première rencontre, depuis que mon fils m'a chassée, je me réveillais chaque matin en me demandant pourquoi continuer à vivre. Maintenant, je me réveille en pensant aux femmes que nous pourrions aider aujourd'hui. C'était exactement ce que je ressentais. Notre souffrance avait trouvé un purpose plus grand que nos blessures personnelles. C'était un matin ensoleillé de mars que notre tranquillité retrouvée a été brutalement perturbée. Pierre prenait son café dans la cuisine en préparant Julien pour l'école quand le téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans la sonnerie insistante m'a mise mal à l'aise. « Allô ? Qui est à l'appareil ?» a répondu Pierre. J'ai vu son visage changer radicalement d'expression, passant de la sérénité matinale à l'incrédulité pure. « Anna ? Comment tu as eu ce numéro ? Je pensais que tu étais... » Quoi ? De quoi tu parles ? Mon sang s'est glacé instantanément.
Je me suis approché de lui, tentant d'entendre la conversation qui allait, je le pressentais, bouleverser notre vie retrouvée. Non, Anna. Tu ne peux pas. Non, absolument pas. Julien va très bien sans toi. Comment ça, tu es sortie de prison? Pierre a raccroché le téléphone d'un geste brusque, visiblement ébranlé jusqu'aux os. Maman, Anna est sortie de prison. Pour bonne conduite. Elle veut voir Julien. J'ai senti une vague de panique déferler sur moi comme un tsunami. C'est possible? Je ne sais pas. Je vais appeler l'avocat immédiatement. Pendant que Pierre faisait ses appels, vérifiant frénétiquement les aspects légaux, je me sentais envahi par une fureur que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Anna avait détruit notre famille, tenté de m'incriminer, traumatisé mon petit-fils, et maintenant elle voulait revenir comme si rien ne s'était passé? Non. Pas cette fois. Plus jamais. L'avocat nous a informé qu'effectivement, légalement, Anna avait droit à des visites supervisées avec Julien. Malgré tous ses crimes, tous ses mensonges, toute la souffrance qu'elle avait causée, elle était encore la mère biologique. C'est un scandale, ai-je explosé au téléphone. Elle est une criminelle condamnée. Madame Dubois nous a expliqué Maître Bertrand avec une patience professionnelle, malheureusement le système légal français privilégie le lien biologique, même dans des cas comme celui-ci. Cependant, toutes les visites devront être strictement supervisées par un travailleur social, et au moindre comportement inapproprié. Au moindre comportement inapproprié, il sera trop tard, ai-je coupé. Le mal sera déjà fait. Cette nuit-là, après que Julien s'est endormi dans son petit lit, inconscient de la tempête qui se préparait au-dessus de sa tête innocente, Pierre et moi avons parlé de nos peurs les plus profondes. Maman, et si elle essaie de manipuler Julien? Et si elle invente des mensonges sur nous? Et si elle arrive à retourner mon fils contre moi comme elle avait prévu de te retourner contre moi? Pierre, Anna peut être une criminelle, mais elle n'est pas stupide. Elle sait que nous surveillons chacun de ses mouvements maintenant. Elle sait que nous avons des preuves de tout ce qu'elle a fait. Mais et si? Il n'y a pas de « si », ai-je interrompu avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Nous allons protéger Julien. Et cette fois, nous serons préparés à tout ce qu'elle tentera. J'ai passé la nuit entière à planifier, à réfléchir, à anticiper chaque mouvement possible d'Anna. Elle pensait pouvoir revenir et causer plus de destruction? Elle se trompait lourdement. Le matin suivant, j'ai appelé toutes les femmes de notre groupe de soutien. La solidarité que nous avions construite allait être mise à l'épreuve. Les filles, j'ai besoin de votre aide. Anna est de retour. La réaction a été immédiate et touchante. Madeleine, Françoise et Brigitte se sont proposées de venir jusqu'à Lyon pour nous soutenir. Les autres ont promis une aide logistique et émotionnelle à distance. Séraphine, m'a dit Madeleine au téléphone, sa voix tremblant d'émotion, cette fois nous sommes préparés. Anna ne réussira plus à faire mal à personne. Le jour de la première visite supervisée, nous avons organisé une véritable opération de protection. Françoise était venue de Toulouse, Brigitte de Nice, et même de nouvelles membres du groupe, Marie-Claire de Marseille et Sylvie de Montpellier, avaient fait le déplacement. Toutes nous attendions dans le café en face du centre de médiation familiale où la rencontre devait avoir lieu. À travers les grandes baies vitrées, nous avions une vue parfaite sur l'entrée du bâtiment officiel. Pierre était à l'intérieur avec Julien, et nous, les grand-mères guerrières comme nous nous surnommions maintenant avec humour noir, nous observions chaque mouvement de notre ennemi commun. Anna est arrivée à l'heure pile, vêtue de manière conservatrice, un tailleur bleu marine, des chaussures plates, un maquillage discret. Elle avait clairement étudié son apparence pour paraître respectable et maternelle. Mais nous, qui connaissions sa vraie nature, nous voyons à travers cette façade soigneusement construite. Regardez, a chuchoté Brigitte, elle porte même un petit sac à main modeste. Avant, elle ne sortait jamais sans ses marques de luxe. Pure manipulation, a murmuré Françoise avec dégoût. Elle joue le rôle de la mère repentie. À travers la fenêtre du centre, nous avons observé la rencontre.
Julien était visiblement mal à l'aise, se cachant derrière son père. Anna tentait de s'approcher avec des gestes doux, mais notre petit-fils reculait instinctivement. « Mon Dieu !» ai-je murmuré, regardez comme il la fuit. Les enfants sentent le danger, même quand ils ne comprennent pas. C'est bon signe, a commenté Marie-Claire. Ça montre qu'elle n'a pas d'emprise émotionnelle sur lui. Anna a sorti de son sac des cadeaux coûteux, un robot télécommandé dernier cri, des livres illustrés, des friandises. La stratégie classique, acheter l'affection de l'enfant avec des objets matériels. Mais Julien, notre petit guerrier innocent, a à peine touché au présent. Il restait collé à Pierre, répondant par monosyllabes aux questions de sa mère biologique. Après une heure qui nous a semblé une éternité, Pierre est sorti avec Julien. Anna est restée à discuter avec l'assistante sociale responsable de la supervision. « Comment ça s'est passé ?» ai-je demandé à Pierre quand ils se sont approchés du café. Julien lui a à peine parlé. Il se souvenait qu'elle était partie et avait fait pleurer papa. Anna a essayé de dire que tout avait été un grand malentendu, qu'elle avait été accusée à tort. Et l'assistante sociale ? Elle a tout noté. Elle a dit que Julien semblait réticent et peu enclin à interagir naturellement. Dans les jours qui ont suivi, Anna a tenté plusieurs tactiques désespérées. Elle appelait constamment, envoyait des cadeaux somptueux à Julien par coursier, a même essayé d'apparaître devant son école, une violation claire des règles de visite supervisée. C'est là que nous avons découvert sa nouvelle stratégie, bien plus dangereuse que tout ce que nous avions anticipé. Anna avait engagé un avocat de renom à Paris, maître Philippe Dumoulin, spécialisé dans les affaires de garde d'enfants complexes. Elle tentait de faire annuler sa condamnation en prétendant avoir été victime d'un complot. Elle dit que tu as fabriqué les preuves, m'a expliqué Pierre après avoir parlé avec notre avocat. Que tu étais jalouse d'elle et que tu as tout inventé pour la faire partir. J'ai souri froidement. Intéressant. Et Laurent ? Il dit aussi que c'était une machination ? Non, Laurent a avoué tous les crimes et confirmé tout le réseau d'escroquerie. Mais Anna essaie de se distancer de lui, prétendant qu'elle était sous son influence, qu'elle était une victime manipulée. Pierre, dis-moi une chose, tu as encore accès aux anciens comptes bancaires ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai une idée qui va clore définitivement cette histoire. Cette nuit-là, je me suis renfermé dans le bureau avec mon ordinateur portable et j'ai commencé ma propre enquête parallèle. Si Anna pensait pouvoir mentir sur notre famille, j'allais lui montrer ce qu'était une vraie investigation menée par une femme déterminée. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires cauchemars. Anna avait ouvert de nouveaux comptes bancaires après sa sortie de prison. Et, chose incroyable, elle manipulait déjà de l'argent suspect. Elle n'avait rien appris, rien changé, elle recommençait ses escroqueries. Mon Dieu, ai-je murmuré pour moi-même en examinant les relevés que j'avais obtenus grâce à des contacts dans notre réseau de victimes, elle n'a pas arrêté. Elle remet ça. J'ai commencé à tracer les mouvements financiers avec l'aide de Françoise, qui avait travaillé dans la comptabilité avant sa retraite. Anna utilisait une nouvelle identité, Marie Dubois, ironiquement en utilisant mon nom de famille. Elle s'approchait d'une famille aisée de Cannes, un veuf de 58 ans, François Mercier, propriétaire d'une chaîne de restaurants, avec 2 enfants adolescents et une mère de 81 ans vivant avec eux. Elle va recommencer exactement le même schéma, ai-je réalisé avec horreur. Cette famille n'a aucune idée de ce qui l'attend. Grâce à notre réseau de victimes devenues vigilantes, nous avons réussi à rassembler une quantité impressionnante d'informations. Anna avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux, se présentait comme une consultante en décoration d'intérieur récemment veuve. Les photos de profil la montraient dans une version idéalisée d'elle-même, souriante, élégante, avec des citations inspirantes sur la résilience et l'amour. Pure manipulation émotionnelle. J'ai immédiatement contacté l'inspectrice Moreau. Inspectrice, Anna commet de nouveaux crimes. J'ai les preuves. Madame Séraphine, c'est très grave. Si elle viole les termes de sa libération conditionnelle, elle ne viole pas seulement les termes, elle essaie d'escroquer une nouvelle famille.
J'ai transmis toutes les preuves à la police, relevés bancaires obtenus légalement, capture d'écran des réseaux sociaux, même des enregistrements de conversations téléphoniques que nous avions réussi à obtenir grâce à nos contacts dans différentes villes. Mais ce n'était pas tout. En fouillant plus profondément, j'ai découvert qu'Anna était en contact avec d'autres criminels qu'elle avait rencontrés en prison. Elle était en train de monter un nouveau réseau, encore plus sophistiqué que le précédent. Elle apprend de ses erreurs, ai-je expliqué à Pierre. Cette fois, elle ne se contente pas de voler de l'argent. Elle planifie quelque chose de beaucoup plus grand. Anna avait recruté 2 complices, une femme de 45 ans spécialisée dans l'usurpation d'identité, et un homme de 35 ans expert en cybercriminalité. Ensemble, ils prévoyaient de cibler non pas une famille à la fois, mais plusieurs simultanément à travers toute la France. La police a agi avec une rapidité qui m'a impressionné. Anna a été arrêtée 3 jours plus tard, en flagrant délit de tentative d'escroquerie dans un restaurant de Cannes, en pleine opération de séduction du veuf François Mercier. « Comment tu as découvert tout ça ?» m'a demandé Pierre, émerveillé par l'ampleur de mon enquête. « Mon fils, Anna m'a enseigné une leçon précieuse, ne jamais sous-estimer une femme déterminée à protéger sa famille. Mais elle a aussi créé son pire ennemi sans le savoir. Le plus beau dans tout ça, c'est que par avoir violé sa libération conditionnelle et commis de nouveaux crimes avec circonstances aggravantes, Anna a perdu automatiquement tous ses droits de visite avec Julien. Elle ne peut plus s'approcher de vous, a confirmé notre avocat avec satisfaction. La nouvelle sentence est de 12 ans ferme, sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, l'enquête sur le nouveau réseau a révélé des ramifications internationales. Elle risque des poursuites dans d'autres pays européens. Cette nuit-là, j'ai organisé un dîner spécial pour célébrer avec toutes les femmes de notre groupe. Elles étaient toutes venues, Madeleine, Françoise, Brigitte, Marie-Claire, Sylvie, et 3 nouvelles membres qui s'étaient jointes à nous récemment. La table de la salle à manger n'avait jamais accueilli un groupe si divers mais uni par une expérience commune de survie et de renaissance. Mes chers amis, ai-je dit en levant ma coupe de champagne, nous avons découvert que notre plus grande vengeance n'est pas de détruire celle qui nous a fait mal. Notre plus grande vengeance est de nous rendre plus fortes et de protéger d'autres personnes de vivre les mêmes souffrances. À la force des femmes qui refusent d'être des victimes, a trinqué Brigitte, ses yeux brillants de fierté retrouvée. À la famille qui se reconstruit plus forte, a complété Madeleine, regardant Pierre et Julien avec tendresse. Julien, qui était assis à table avec nous, a levé son verre de jus de pomme avec un sérieux adorable. À grand-mère Séraphine, qui protège tout le monde. J'ai ri à travers mes larmes. À 67 ans, j'avais découvert que ma vraie force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la capacité de transformer la douleur en protection, le trauma en croissance, la solitude en communauté. Pierre s'est approché et m'a embrassé. « Maman, tu as sauvé notre famille. Pas seulement d'Anna, mais de toutes les autres Anna qui existent dans le monde. Non, mon fils. Nous avons sauvé notre famille. Ensemble. Et maintenant, nous aidons d'autres familles à se sauver aussi. » J'ai regardé par la fenêtre du salon, voyant le jardin où Julien jouait tous les jours, en sécurité et protégé. Le rosier que j'avais planté en mémoire de mon mari Robert était en pleine floraison, symbole de continuité et d'amour qui traverse les générations. Anna avait essayé de détruire cela, mais elle n'avait réussi qu'à nous rendre plus unis, plus vigilants, et paradoxalement plus ouverts aux autres victimes qui avaient besoin d'aide. Sur le canapé, ce même canapé qui avait été le théâtre de tant de trahisons, maintenant Julien regardait ses dessins animés les week-ends, Pierre lisait ses livres le soir, et moi je faisais du tricot tout en racontant des histoires de la famille. Anna pensait qu'elle allait réussir à m'humilier, me chasser, me détruire. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'une vieille idiote de 67 ans pouvait être plus maligne, plus déterminée et infiniment plus forte qu'une criminelle professionnelle avec des années d'expérience. La vraie ironie ? En tentant de m'utiliser comme bouc émissaire, Anna avait créé la personne qui serait responsable de sa chute définitive et de son enfermement pour de très longues années. Et aujourd'hui, pendant qu'elle purge sa peine de 12 ans dans une prison de haute sécurité, moi je suis ici,
prenant soin de mon petit-fils, soutenant mon fils, dirigeant un réseau qui a déjà aidé plus de 80 familles à se protéger d'escroqueries similaires à travers toute l'Europe. Notre groupe de soutien est devenu une véritable organisation reconnue par les autorités. Nous donnons des conférences dans les commissariats, nous formons les travailleurs sociaux, nous avons même créé une application mobile pour signaler les comportements suspects. Ça, c'était ma vengeance. Non pas la détruire, mais me reconstruire plus forte qu'elle n'avait jamais imaginé que je puisse l'être. Parce qu'à la fin, j'ai découvert que la meilleure façon de vaincre un prédateur, c'est de devenir la protectrice de ses futures victimes. Anna voulait que je disparaisse de la vie de ma famille. Au lieu de ça, je suis devenue le centre d'une famille élargie qui inclut maintenant des dizaines de femmes courageuses qui ont survécu aux mêmes épreuves. Et ça, mes chers amis, c'est la vengeance la plus douce de toutes, celle de transformer leur tentative de nous détruire en la force qui nous fait renaître et protéger les autres. L'histoire d'Anna se termine dans une cellule de prison. La mienne continue chaque jour, entourée d'amour, de respect, et du sentiment profond d'avoir trouvé ma vraie mission dans la vie. Parfois, les fins les plus heureuses naissent des commencements les plus douloureux. Et parfois, la plus belle vengeance, c'est de refuser d'être brisé. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans ce voyage, votre présence pendant tous ces moments m'a fait me sentir moins seul. Peut-être reconnaissez-vous quelque chose de familier dans cette histoire. Peut-être avez-vous ressenti le même serrement de cœur que j'ai ressenti quand j'ai découvert qui Anna était vraiment. S'il y a une chose que j'ai apprise à 67 ans, c'est que notre âge n'est pas synonyme de fragilité. Au contraire, nous sommes des guerrières qui ont survécu à des décennies de défis, et cette expérience nous donne une force que les jeunes ne comprennent pas encore. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable ? Avez-vous déjà senti que quelqu'un de proche essayait de vous éloigner de votre propre famille ? Ou peut-être connaissez-vous une histoire similaire ? Votre expérience peut aider une autre personne qui traverse le même moment difficile que j'ai traversé. N'ayez pas honte de partager. Ici, nous nous soutenons. Ici, nous nous comprenons. Et si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi vous m'aidez à continuer de raconter des histoires vraies de gens comme nous, qui ont refusé d'être brisés par la vie. Ensemble, nous sommes plus forts.